Ah, Mayotte, l'île des parfums, son climat tropical, ses plages de sable fin, son lagon exceptionnel, sa pauvreté, ses Comoriens. Salut à tous, vous en avez sûrement entendu parler dernièrement, ça chauffe à Mayotte, et c'est pas nouveau. Chaque année maintenant, il y a des manifestations avec des blocages de l'île qui durent plusieurs semaines, soit à cause de la vie chère, du manque d'infrastructures, de l'immigration et dernièrement de l'insécurité. Là, ça fait plus d'un mois que l'île est bloquée par les habitants parce qu'ils en ont marre de se faire agresser par des bandes de jeunes essentiellement immigrés des Comores. Mais je pense que la plupart d'entre vous ne sait situer ni Mayotte ni les Comores. En métropole, on nous casse les couilles toute l'année avec les États-Unis, donc on est plus capable de citer 5 villes américaines que 5 territoires d'outre-mer français. Et je trouve dommage qu'on nous parle pas assez de l'histoire et de la situation de ces territoires éloignés. Alors, comme l'île est dans l'actualité, ça fait l'occasion de s'y intéresser. D'autant plus qu'on va nous reparler de Mayotte dans les mois ou les années qui viennent, parce que l'île est en train de devenir une vraie poudrière. Mayotte est française depuis 1841, lorsque Louis-Philippe Ier achète l'île à son sultan. Elle était alors peuplée d'environ 3000 personnes, dont la moitié étaient des esclaves qui seront rachetés à leur maître et libérés dans la foulée. La France n'est donc pas considérée comme un envahisseur par la population locale, mais au contraire comme un libérateur. En 1884 débute la conférence de Berlin, où les pays européens vont se partager officiellement l'Afrique pour limiter les conflits territoriaux entre eux dans les colonies. C'est à l'issue de ces discussions que le reste de l'archipel des Comores, composé de l'île de la Grande Comore, Anjouan et Mohéli, va devenir un protectorat français géré par le gouverneur de Mayotte. Cette différence historique et juridique va créer un sentiment d'appartenance à la France chez les Mahorais, qu'on ne retrouve pas dans le reste de l'archipel, et qui s'exprimera au moment de la décolonisation, lors du référendum sur l'indépendance des Comores en 1974. Au global, 90% des suffrages exprimés seront favorables à l'indépendance des Comores. Mais Mayotte va se singulariser en votant à 63,8% pour le maintien dans la République française, et plusieurs organisations politiques réclament même la départementalisation de l'île. La France choisit alors de considérer les résultats île par île, et entend garder Mayotte. Mais le nouveau gouvernement comorien s'y oppose, déclare l'indépendance des Comores sans attendre la fin du processus, et réclame la souveraineté de Mayotte avec le soutien de l'ONU. La France va se torcher le cul avec la vingtaine de résolutions non contraignantes de l'ONU sur le sujet, et en violation de la souveraineté comorienne, va organiser un second référendum, en 1976, qui confirmera la volonté des Mahorais de rester dans la République française par 99,4% des voix et 82% de participation. Mais du coup, les politiciens français qui ont condamné le rattachement de la Crimée à la Russie par un référendum en 2014 qui s'est déroulé dans des conditions assez semblables, ce seraient pas des gros hypocrites de merde par hasard, hein? Ouais, un peu quand même, hein. Ouais. Globalement, les Comoriens vont assez vite regretter leur choix d'indépendance, puisque leur pays va sombrer dans la corruption et les crises économiques et politiques à répétition, qui déboucheront sur des mouvements populaires à Mohéli puis Anjouan, réclamant le rattachement de leur île à la France dans les années 90. Et la raison en est extrêmement simple. Aujourd'hui, le niveau de vie à Mayotte est 15 fois supérieur à celui des Comores. Son IDH de 0,75 place l'île à la 88e place du classement, tandis que les Comores occupent la 168e place sur 196. Depuis 1980, il y a donc une migration constante des Comores vers Mayotte. Dès que les gens ont un peu de diplôme, et puis même sans, ils montent sur un kwassa-kwassa en quête d'une vie meilleure, d'un accès à des soins de santé, ou de la nationalité française pour leurs enfants par le droit du sol. Petit rappel sur le droit du sol, il ne suffit pas de naître en France de parents étrangers pour obtenir la nationalité française. Elle s'obtient à la majorité et à condition que l'enfant ait vécu au moins 5 ans sur le territoire français entre ses 11 et 18 ans. Il faut savoir que les Comores ne font strictement rien pour empêcher l'immigration de leurs citoyens. C'est un pays qui se vide volontairement du peu de diplômés qu'ils arrivent à former, ils les laissent être la proie de réseaux de trafiquants d'êtres humains qui leur font payer une traversée aux chances de réussite douteuses, faisant du canal de Mozambique le plus grand cimetière marin du monde, devant la Méditerranée. Parce que les Comores tirent une grosse partie de ses revenus de sa diaspora qui renvoie de l'argent au pays pour les familles. Bah oui, comme ils n'ont pas de ressources et qu'ils produisent pas grand chose, ils exportent leur population. Faut dire aussi qu'ils considèrent Mayotte comme leur territoire, donc ils n'ont pas de raison d'empêcher les Comoriens de s'y rendre. Mais beaucoup estiment être encore chez eux ici. Moi, je suis comoré. On a Mayotte, ça, c'est un peu comoré. Mais même si, ici, c'est Mayotte, ça, c'est un peu comoré.
Oui, regardez bien. C'est français ici. Non, c'est pas un pays français. Hein. C'est ça, hein. C'est un pays comorien. Hein. Ouais, il faut qu'on parte alors. Hein. Le Comore, c'est 4 îles. Seulement, la France aussi considère Mayotte comme son territoire, et du coup, elle expulse 15 à 25 000 Comoriens clandestins par an, après les avoir soignés au besoin, mais en général, ceux qui se font intercepter en mer passent quelques heures dans le centre de rétention et sont réexpédiés aussi secs avant même qu'un juge n'ait le temps d'examiner un quelconque recours ou une demande d'asile. Des associations anticolonialistes dénoncent là un crime contre l'humanité. Au regard du droit international, Mayotte n'est pas un territoire français d'outre-mer, mais un territoire comorien illégalement occupé par une puissance étrangère. En expulsant chaque année de l'île des milliers de Comoriennes et Comoriens prétendument clandestins, la puissance coloniale se rend donc coupable de déplacement forcé de population, donc de crimes contre l'humanité. Attendez, dites-moi un peu. Est-ce que j'ai l'air d'un criminel? À vrai dire, vous avez l'air d'Adolf Hitler. Très juste. Ouais, je suis pas sûr que l'humanité des Mahorais soit grandie si le RIL était géré par le gouvernement comorien. Hein. J'ai rien contre eux, c'est juste que leur situation politique, économique, sociale n'est pas vraiment ce qu'on peut appeler un progrès. Hein. Et quoi qu'en dise le droit international, il y a une réalité, c'est que les Mahorais sont français, comme les habitants de Crimée sont russes. S'ils manifestent aujourd'hui, c'est pas pour être plus indépendants du terrible colonisateur qui les a servis, mais au contraire parce qu'ils se sentent abandonnés par la France. L'action de la France à Mayotte n'est pas nulle en comparaison de la situation du voisinage, mais le bilan est loin d'être rose. C'est le département le plus pauvre de France. Le taux de chômage y est d'environ 30%, plus de 80% des habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté, 71% de la population n'a aucun diplôme qualifiant, et un habitant sur 3 n'a jamais été scolarisé. 40% des Mahorais ne maîtrisent pas le français, et la moitié des jeunes le maîtrisent mal, ce qui handicape leur tentative de carrière dans la métropole. La départementalisation, engagée depuis 2011, est aussi un cadeau empoisonné, puisque l'application du droit commun français et l'entrée de Mayotte dans l'Union européenne a introduit tout un tas de réglementations, de normes, d'impôts, qui sont déconnectés du niveau économique et social de l'île. En plus, quand il s'agit des prélèvements, ils ont les mêmes barèmes que dans les autres départements, mais pour la redistribution, c'est un régime d'exception. La départementalisation de Mayotte, votée par référendum en 2009, était signe d'espoir pour les Mahorais. Mais l'égalité réelle avec l'Hexagone tarde à arriver et pour beaucoup, c'est une déception. Les Mahorais bénéficient de tous les devoirs de droit commun. Quand je dis tous les devoirs, c'est le même barème pour l'impôt sur le revenu, c'est le même barème pour le code pénal. Tout ce qui est de frapper fort le porte-monnaie des Mahorais, là on est de droit commun. Mais quand il s'agit de redistribuer, de donner des prestations, de donner un peu de bouffée d'air, d'oxygène à la population de Mayotte, mais non, là on est dans la spécialité législative, là on est dans une mesure dérogatoire. Donc aujourd'hui, on dit haut et fort non à l'injustice. Donc ils se font enfler sur les redistributions, la qualité des services publics, etc. Mais il n'y a pas que ça. Prenons Guerlain par exemple, qui exploitait des Comoriennes clandestines dans sa plantation d'ylang-ylang à Mayotte. Eh ben ils ont délocalisé toute leur production aux Comores suite à l'introduction du droit du travail français dans l'île et parce que l'Union européenne interdit toute mesure protectionniste. La mondialisation est heureuse, mais on n'a pas dit pour qui. Cette départementalisation est aussi gérée à la pisse. L'État n'a pas anticipé le besoin de formation des populations locales pour assumer les nouvelles missions du département et de la région, ni même le besoin d'infrastructures. Ces 10 dernières années, la population de Mayotte a augmenté de 50% pour atteindre environ 250 000 habitants, dont la moitié sont des immigrés clandestins comoriens. La natalité explose sur l'île, notamment parce que beaucoup de mères comoriennes viennent accoucher en France, pour des raisons sanitaires, mais surtout pour que leurs enfants aient la nationalité française. La maternité de Mayotte enregistre 12 000 naissances par an, c'est un record pour la France. 70% des femmes qui accouchent sont comoriennes. Résultat, les hôpitaux, les écoles sont engorgés par les Comoriens et même l'approvisionnement en eau peine à suivre. En l'absence d'orphelinat et de bon sens dans la politique migratoire, 5 à 6 000 enfants abandonnés ou dont les parents ont été expulsés errent dans l'île et survivent comme ils peuvent. On les appelle les chats sauvages. Ils seraient 3 000 au moins livrés à eux-mêmes. Leurs parents ont été expulsés et hormis parfois un cousin, un oncle éloigné, ils n'ont aucun repère, comme ces deux garçons que nous rencontrons sur le parking d'un supermarché. Quel âge tu as?
sais pas? Tu sais pas quel âge tu as? Et comment tu manges? Comment tu manges? Le 101e département français ne compte aucun orphelinat. Le seul foyer pour mineurs de l'île dispose de 7 places seulement. Les Comores ne sont pas les seuls responsables du désastre migratoire. La politique complètement incohérente de la France en la matière a sa part. S'il y a autant de gens qui meurent en mer, c'est aussi parce que la France a mis fin à la libre circulation des personnes entre les îles de l'archipel en introduisant ce qu'on a appelé le visa Balladur en 1995. C'est un visa qui est compliqué à obtenir et qui coûte une somme exorbitante pour les Comoriens, qu'ils doivent payer même s'ils ne l'obtiennent pas. Alors au final, c'est quoi ça pour tout le monde, même si la raison du voyage le rend temporaire, genre visiter sa famille ou se faire soigner par exemple. Et en plus, contrairement à un titre de séjour classique qui vous permet normalement de vous balader sur tout le territoire français, le visa Balladur ne vaut que pour Mayotte, ce qui transforme l'île en cul-de-sac, même pour les quelques migrants légaux, et même si Mayotte fait partie de la République française, de l'Union européenne et de l'espace Schengen. Allez les gars. Ils ont payé 300 € chacun à ce passeur pour embarquer, pour espérer rallier la France et faire soigner leur mère. Est-ce que vous avez pensé à tous ceux qui sont morts en mer pour venir ici sur le même trajet que vous quand vous avez embarqué? Oui. Et malgré tout, vous êtes monté? Je monte. Alors comment je vais faire? Parce que si je laisse là, il va mourir. Mais il y a bien des médecins aux Comores. Il y a des médecins, mais il a des maladies. Il n'y a pas de machine, il n'y a pas de scanner, il n'y a pas de pour contrôler. Dans quelques jours, ces candidats à l'exil seront expulsés vers les Comores. Mais beaucoup arrivent à déjouer la surveillance des gardes-côtes, attirés par le système social français que certains d'entre eux qualifient d'Eldorado mahorais. Pour s'en rendre compte, il suffit de se diriger vers l'un des 13 dispensaires de l'île. Ici, une personne sur 2 qui reçoit des soins est clandestine. 10 € le ticket de consultation, c'est la participation symbolique demandée par l'hôpital. Et à ce prix-là, la structure est bondée du matin au soir, comme cette mère au visage recouvert du masque traditionnel, qui attend depuis 7 h du matin pour son fils Hamza. C'est une chance d'être ici. Même si on n'a pas d'argent, ils finissent toujours par nous soigner. Alors qu'aux Comores, là-bas, quand les gens ne peuvent pas payer, ils restent chez eux. Parfois jusqu'à ce que la maladie s'aggrave et qu'ils meurent. Hamza souffre de quelques démangeaisons bénignes. Le traitement qui lui est prescrit est entièrement pris en charge par l'hôpital. Et à la pharmacie du dispensaire, sa mère n'a rien à payer. Après Oussimba, 24 kilos. On les soigne d'un côté, et si on les attrape dans la rue, on les refoule. Ça coûte 2 fois plus cher. C'est assez anachronique, je veux dire. C'est quand même assez bizarre. Bon, les gens qui ne connaissent pas, on se dit mais comment ça se fait qu'on va soigner des gens qu'on peut rattraper dans la rue, on va les refouler, parce qu'ils sont en situation irrégulière. Ça veut dire que la France paye pour les soigner et la France paye pour les renvoyer après aux Comores. Ça, ce n'est que ça. Voilà. Vous trouvez ça normal, vous? Oh, ça c'est une grande question. Non, pas vraiment. Enfin bon, ça fait partie de l'humanité française. Et c'est là toute l'hypocrisie de cette politique migratoire qui ne s'assume pas. D'un côté, vous avez des mesures administratives dures pour dissuader l'immigration, que ce soit avec le visa Balladur ou la politique d'expulsion systématique, mais d'un autre côté, les clandestins qui arrivent à atteindre l'île ont de fortes chances d'y rester. On les laisse s'entasser dans des bidonvilles, ils ont alors accès aux hôpitaux et aux écoles, à peu près comme les Mahorais, mais on leur donne pas le droit de travailler. Alors ils vivent de quoi? Ils se font plus ou moins exploiter dans des boulots non déclarés, ou alors de la petite délinquance. Vol, extorsion, agression, cambriolage, qui sont la cause principale du problème de l'insécurité dans l'île. Alors nous, voilà, on s'est rassemblés pour manifester contre la violence à Mayotte, contre l'insécurité des Comoriens, des Anjouanais, des 3 îles. Nous, on est fatigués. Vous avez voulu être indépendants, nous, on a choisi. Un soir, sur les coups de 20 h,
sur mon chemin, donc maintenant à mon domicile, en voiture, 5 individus cagoulés m'ont arrêté avec des machettes et des gourdins, me demandant de leur donner des moyens financiers. Alors donc ils m'ont forcé à sortir de la voiture, et ont commencé à me tabasser, me donner des coups de machette sur l'épaule. Ça c'est le dos de la machette, avec la lame de la machette qu'ils me donnaient ici sur le bras, et ils sont partis avec la voiture. On les a retrouvés ces gens ou pas? Jamais. Non, et j'ai pas beaucoup d'espoir pour voilà. Je vais vous donner juste un exemple d'une famille que je connais à Mayotte, qui a une maison avec 3 chambres. Ils passent la nuit, les 4 personnes dans une seule pièce, tellement ces enfants sont traumatisés parce qu'on est rentré plusieurs fois dans leur maison avec des machettes. On nous arrête, on nous prend tout l'argent qu'on a dans nos voitures, on nous caillasse. Nous on est là, on demande au gouvernement qu'il réagisse parce que ça fait déjà un bon moment. On ne peut pas sortir chez nous tranquille. Vous avez des gens qui viennent vous demander de donner de l'argent, sinon ils vont vous poignarder. Vous avez des gens qui viennent cambrioler et casser vos maisons pour récupérer votre bien. Et même maintenant, la violence elle est arrivée dans l'établissement scolaire. C'est pas normal. Les clandestins passent toujours avant nous. Alors que nous, les anciens, on a milité pour que cette île soit française. Et aujourd'hui, regardez comme c'est facile pour eux. Ils ont tout ce qu'ils veulent. Ce député affirme que la situation est telle que les Français se retrouvent exclus du système et doivent se faire soigner ailleurs. Tous ceux qui sont ici en situation régulière, qui sont des Français, qui ont la sécu, ils ne seront jamais vus ici parce qu'on les invite soit à quitter le territoire, soit à aller dans le privé. Nous on est fatigués à Mayotte. Chaque mère doit assumer ses enfants. Chaque mère comorienne doit assumer ses enfants. Mayotte n'est pas une poubelle de Comoriens. Mayotte c'est une île française. C'est tout ce qu'on demande. Les Comoriens aux Comores, les Mahorais à Mayotte. Ah, le vivre ensemble en prend un coup, là, hein. Alors elles me font rire certaines associations de gauche qui t'expliquent d'un côté que la France est un terrible colonisateur à Mayotte, qui exploite les peuples, les oppresse, les maintient dans le sous-développement, mais qu'en même temps, la France a le devoir d'accueillir tous les migrants des Comores parce qu'ils vivent moins bien depuis qu'ils sont indépendants de la France. C'est tout à fait cohérent, hein, oui. Alors évidemment, l'afflux massif sur un territoire d'une population qui a plus de besoins que d'apports engendre des coûts qui finissent par déstabiliser l'économie, augmentent la pauvreté et donc l'insécurité. Et face à ce constat, il y a plusieurs réactions. Il y a ceux qui sont aux fraises. Vous savez ce qui se passe à Mayotte en ce moment? Oui, non. Qu'est-ce qui se passe à Mayotte? 3e semaine de grève générale contre l'insécurité. Mayotte est une ville extrêmement particulière. Il y a ceux que ça fait marrer. Mais le Kwassa pêche peu. Il amène du Comoréen. C'est différent. Et il y a ceux qui s'en réjouissent. Je suis tombé sur un article de Slate aux accents anticolonialistes, dénonçant l'action de la France et faisant le bilan des problèmes migratoires à Mayotte et en Guyane, en n'apportant absolument aucun début de solution, et en concluant avec cette phrase assez hallucinante. À ce rythme, les riches enclaves tricolores vont vite devenir un handicap pour l'ancien colonisateur, la migration à outrance comme une forme de revanche historique. Vous vous rendez compte à quel point faut être un abruti pour écrire des conneries pareilles? Crever en mer, une revanche historique. Ah bon, depuis quand? Surtout que la majorité de ces migrants sont trop jeunes pour avoir connu la colonisation. Donc ils se vengent de quoi? Ça n'a aucun sens. Je me trompe peut-être, hein, mais il me semble que le Comorien monte sur un kwassa pour des motifs beaucoup plus terre-à-terre. Genre bouffer, avoir un avenir meilleur, ne pas crever d'une maladie bénigne, ce genre de choses. Mais je crois pas qu'il émigre dans un esprit de vengeance pour venir soigner la culpabilité du bobo parisien névrosé par le passé colonial de la France. Au moins, Guerlain, quand il exploite la misère de ces gens, il l'assume. Il l'instrumentalise pas sous couvert d'humanisme pour se donner des grands airs dans le petit milieu parisien. Bref, comme je le disais, le vivre ensemble en prend un coup. L'insécurité est en train de créer des tensions communautaires très fortes à Mayotte. Les habitants commencent à former des milices de quartier pour prévenir les cambriolages, et ils organisent des opérations de décasage partout dans l'île,
pour virer les clandestins squatteurs. La situation empire d'année en année et ça pourrait finir à coups de machette façon Rwanda. Exaspérés par le climat d'insécurité, des villageois ont décidé de chasser les clandestins eux-mêmes. Nous avons filmé une de ces expulsions en caméra cachée. Sous l'œil passif de la gendarmerie, des hommes, des femmes et des enfants ratissent le village et somment les clandestins de partir. Pourquoi vous les chassez? Vous en avez marre? Alors, que fait le gouvernement? Eh ben, plein de choses. Nous allons commencer par régler le conflit territorial avec les Comores et passer un accord avec ce pays pour qu'ils retiennent les migrants au départ de Mayotte. Nous allons aider les Comores à développer leurs hôpitaux avec l'aide internationale pour que les Comoriens ne tentent plus la traversée pour aller se faire soigner en France gratuitement. Et puis, nous allons faciliter l'obtention des visas de courte durée pour les Comoriens, tout en ayant une politique très claire de lutte contre l'immigration clandestine. Les entreprises qui emploient des clandestins seront lourdement sanctionnées. Enfin, pour les Comoriens clandestins déjà présents sur l'île, ils seront traités au cas par cas. Ceux qui attaquent les gens à la machette pour 5 € seront poliment renvoyés à l'expéditeur. Quoi, c'est bizarre? Vous trouvez que ça leur ressemble pas? Bah vous avez raison. Ça c'était juste quelques mesures qui me semblent assez évidentes pour commencer à régler des problèmes de fond. J'en aurais d'autres, mais bon, j'en donne pour en donner, hein, et pas faire que critiquer. Mais c'est un peu facile d'être à 8000 km sur son canapé et puis de dire yaka, faucon. C'est quand même d'abord aux Mahorais d'avoir des revendications. Mais comme dans tous les mouvements populaires, celles-ci sont assez vagues et le gouvernement n'en a pas grand-chose à foutre. Déjà, ils attendent que l'île soit complètement bloquée avant de daigner s'intéresser à ce qui s'y passe, puis après vous connaissez la formule, hein. Ils prennent quelques mesures symboliques vendues à grand renfort d'effets d'annonce qui traitent à peine quelques conséquences sans jamais régler les causes. Quoi? Votre île est surpeuplée au point que vous manquiez d'eau? On va faire une usine de dessalement supplémentaire. Une solution à la crise migratoire dans le canal du Mozambique? On attend que les gens arrivent, puis quand ils sont là, on les met sur un bateau, puis ils repartent, voilà, hein. Si c'est pas légal, on appellera ça un statut d'exception. Mais tant pis si ça coûte 70 millions d'euros par an, c'est pas cher, c'est l'État qui paye. Ah merde, les migrants qui arrivent à atteindre l'île créent de l'insécurité. C'est ballot. Alors là, botte secrète. Vous faites venir une compagnie de CRS de l'île de la Réunion. Ça fait toujours son effet. Bon, bien sûr, au bout de 3 mois, les renforts repartent d'où ils viennent, hein. Les problèmes sont toujours là, mais les manifestants et les caméras sont rentrés chez eux. L'ordre est revenu. Pour le gouvernement, il n'y a plus de problème. Hein? Les prix sont chers? Le niveau de vie est bas? Vous voulez que l'État fasse plus d'efforts pour développer votre île? Oh, c'est compliqué. Non, sérieux, c'est chiant. Ça demande une vision à long terme alors que le ministre, tu sais même pas s'il est encore là le mois suivant. Tout ce qu'il veut, lui, c'est que l'ordre soit maintenu et qu'on arrête de le faire chier. Alors il y a la méthode classique. On distribue quelques subventions par-ci par-là, on crée quelques postes de fonctionnaires inutiles dans lesquels on va caser les meneurs, et puis on augmente 2-3 minima sociaux de 10%. En général, c'est largement suffisant pour calmer la population et donner l'illusion du développement. C'est bien assez. Raoul Broivili a été conseiller municipal de 2008 à 2014. Si Mayotte est dans cette situation, c'est aussi à cause de la corruption des élus locaux, selon lui. Parce qu'on dénonce le dysfonctionnement de ces gouvernants communaux, départementaux. Quand l'argent du contribuable il est mal utilisé, ça s'appelle du dysfonctionnement. C'est de la corruption, en un mot. L'État dépense plus de 700 millions d'euros par an. Le Conseil général, plus de 200 millions. Alors comment est dépensé l'argent? Cet élu a beau être vice-président du Conseil général, il dénonce une gabegie. Sur les 3000 fonctionnaires, il y en aurait 2000 de trop selon lui. Les postes sont doublés, parfois triplés, comme dans ce service. Comment? Je ne pense même pas que même le Premier ministre a un service de communication aussi grandiose que le président du Conseil général. Et cet élu va même nous faire une petite confidence. En tout cas, c'est la première fois de ma vie que je mets le pied ici. Sur les 15 personnes qui travaillent ici, nous n'en verrons 4 cet après-midi-là, à 15h. Ici, les bureaux sont vides. Oui, la prochaine fois, vous venez à 9h du matin. Est-ce qu'on a besoin de 15 personnes pour gérer la communication de Mayotte? Non, je ne suis pas sûr. On vous met la pression pour ne pas licencier les 2000 salariés employés qui pourraient supprimer? Personne ne nous a mis la pression. Non,
C'est-à-dire c'est les élus eux-mêmes qui ne partagent pas le même discours dans cette affaire-là. Parce qu'il y a des élus qui sont concernés par ces embauches de complaisance la plupart du temps. Beaucoup de dépenses, mais peu de développement économique et quasiment aucune recette. Un sentiment de gâchis d'autant plus grand que l'État l'assure, Mayotte a un fort potentiel, touristique notamment. L'État, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fout l'État en ce moment, mais il ne fout rien. Ah, c'est vrai que Mayotte est un bon gros gâchis. Le petit niveau de vie de l'île ne tient que par des transferts d'argent de la métropole, alors que tous les habitants pourraient bien vivre de l'agriculture, de la pêche ou du tourisme. Seulement, on développe pas le tourisme au milieu des bidonvilles de clandestins qui dépouillent les gens sur la plage, premièrement. Et puis, au lieu de produire à Mayotte de la vanille, de l'ylang-ylang, des cocos puis tout le reste, la France en importe des Comores, de Madagascar et puis d'ailleurs, parce qu'il paraît que c'est moins cher pour le consommateur. Sauf que le consommateur est aussi un contribuable qui paye pour les chômeurs et les conséquences de la misère à Mayotte. C'est bête, hein? Bon, si ça peut vous rassurer, sachez quand même que la mondialisation est heureuse, elle. Malheureusement, Mayotte n'a pas le monopole de la médiocrité en politique. On peut faire les mêmes constats en Guyane ou en métropole, parce qu'on est dirigé par des politiciens qui sont confits dans l'idéologie mondialiste. Ils sont béats devant la libre circulation des personnes, des marchandises et des capitaux. Ils considèrent que l'État ne doit pas intervenir. Ils n'agissent que lorsqu'un sujet fait la une des médias pour se faire bien voir du public, dans un objectif de réélection, et là, ils promettent de tout faire pour empêcher une délocalisation, développer un territoire, lutter contre le chômage, etc. Et alors, ils prennent des petites mesures sans intérêt, qui sont surtout des effets d'annonce. En fait, c'est pas la France qui abandonne Mayotte, c'est les politiciens français qui abandonnent la France. Et ça, c'est pas nouveau. Comme en 40, ils considèrent que notre pays a fait son temps, que tout notre système est ringard, qu'il faut devenir plus moderne en prenant exemple sur l'Allemagne ou les États-Unis, et en se dissolvant dans l'Union européenne. C'est ça, l'avenir qu'ils nous préparent. Nos gouvernements ne sont déjà plus que des marionnettes, saucissonnées dans des traités de libre-échange, et même s'ils voudraient agir, maintenant, ils ne le peuvent plus. Il faut savoir qu'il ne peut y avoir de changement dans la politique migratoire de la France sans l'accord de l'Union européenne, et que par l'intermédiaire de celle-ci, les Français versent plus d'argent pour aider la Turquie ou les pays de l'Est que pour aider nos départements d'outre-mer alors qu'ils sont dans une situation économique bien pire. Normalement, charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors les Mahorais, vous avez voulu devenir un département, maintenant vous êtes dans la même merde que nous, et en partant de plus bas en plus. Alors si vous voulez plus de France, si vous voulez des gouvernements qui aient les moyens de s'attaquer aux causes de vos problèmes, plutôt que de simplement traiter quelques conséquences à coups d'argent public, il va falloir arrêter d'agiter des petits drapeaux européens dans les manifs, avoir des revendications plus précises et militer pour que la France redevienne un pays souverain, indépendant, capable de prendre ses propres décisions. Mais bon, comme c'est pas pour tout de suite, la situation va continuer d'empirer, ça va dégénérer de plus en plus, alors ne soyez pas surpris si dans les mois qui viennent, on vous reparle d'incidents à Mayotte, parce que le gouvernement ne fera strictement rien pour régler les causes des problèmes. Ce serait bien de temps en temps de finir sur une note un peu plus positive, hein. Mais bon là... Allez, à la prochaine.